Bien, messieurs, donc nous avons fait entrer ensemble nos collègues dans des horaires pressés. Donc nous allons d'abord entendre le docteur Philippe de Chazourne, qui est médecin généraliste à La Réunion et membre du Formendep, Association pour une formation professionnelle indépendante, qui est membre par ailleurs d'un certain nombre de comités auprès de la HAS notamment, en tant que représentant de l'URML de La Réunion. Alors nous demandons d'abord à nos intervenants les liens d'intérêt éventuels qui ont pu les unir à l'industrie. Bonjour Messieurs les députés, bonjour Monsieur le rapporteur, bonjour Monsieur le Président. Je voulais faire quelques remerciements tout d'abord, parce que si je suis aussi ici aujourd'hui, je crois que c'est après une démarche de plus de 10 ans, en commençant par mon implication au niveau de l'ANDEM, puis de l'ANAES, puis de l'HAS avec le professeur Matillon. Je crois qu'il faut remercier aussi tous les gens qui sont considérés comme des donneurs ou des relayeurs d'alerte, que ce soit Réne Frachon, Formendef ou CRAS, Dupagne, etc. Et je crois que tout ça est le résultat de gens qui se sont impliqués depuis des années, un peu dans l'ombre. Alors au niveau de la déclaration de mes conflits d'intérêts, je ne dirais pas simplement comme certains le font et on le voit dans les visionnages des vidéos, je n'ai pas de conflit d'intérêts, point barre. Non. Je crois que je n'ai pas de conflit d'intérêts ni lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, ni pour moi, ni pour les membres de ma famille, ni pour les quelques associations dont je suis le président, ni hier, ni ce jour, ni aujourd'hui, ni demain. Enfin, au moins je l'espère. J'ai jamais été financé pour faire un voyage ou un congrès, malgré les nombreuses sollicitations. Et quand je vais exceptionnellement dans un repas dans une formation offerte par l'industrie pharmaceutique, je paye mon repas. Alors évidemment, les gens ils disent il a une drôle de tête celui-là, comme dirait la chanson. Néanmoins, je le fais, je demande une facture. Et je ne reçois plus les visiteurs médicaux depuis plus de 10 ans, et je le regrette. Peut-être qu'on reviendra pourquoi je le regrette. Pour résumer, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Aucune structure ne m'a payé mon voyage pour venir de La Réunion à ici, que pour vous d'ailleurs, ni mon hôtel de ce soir, ni mon absence du cabinet pendant quelques jours. Mais j'ai un conflit d'intérêt majeur. C'est celui de un jour l'espoir de consacrer plus de temps. Là-dessus, il y a une participation au titre de la commission, Bon. Monsieur le Chazournier, une participation qui est normale gentil, au titre des frais de déplacement de la commission. Je ne la demandais pas, voilà. parce que je voulais être aussi indépendant de l'Assemblée. Je vous l'ai dit, non. D'accord, c'est gentil. Si vous ne voulez pas avoir de lien d'intérêt, vous avez un lien d'intérêt avec l'Assemblée nationale, puisque vous avez un député. Bon. Donc, voilà, j'ai un conflit d'intérêt majeur, c'est ne plus perdre de temps pour expliquer des contre-vérités aux patients, ça nous plombe nos consultations, et ça c'est vraiment un conflit d'intérêt, et j'espère ne plus l'avoir après. Je crois que je suis là aujourd'hui, c'est pas tellement pour l'affaire Mediator n'est qu'une goutte d'eau qui fait déborder le vase de tout un tas de futures affaires, au moins je l'espère. Alors, je suis bien moins connu que l'ensemble des orateurs précédents, je me considère comme médecin de terrain, à l'île de la Réunion depuis plus de 20 ans. Je suis correspondant de la HAS depuis plus de 10 ans à la Réunion. Et j'ai participé de nombreuses fois sur les outils de l'évaluation des pratiques professionnelles, puisque c'est une des missions de l'ANDEM, puis de l'ANAES, puis de la HAS. Et j'ai fait partie d'un certain nombre de comités de travail, des groupes de travaux, dans des réactions, notamment pour le HPV, et puis des groupes de lecture, notamment sur la charte de la visite médicale. Il y a 5 ans que j'ai ici, et qui n'est que ni plus ni moins la validation d'un contenant sans aucune appréciation sur le contenu. Voilà ce que c'est que la charte de la visite médicale, dont tout le monde dit qu'elle est intéressante. En fait, il n'y a rien dedans, si ce n'est un système une accumulation de processus qui, en eux-mêmes, sont évidemment valables. J'ai paradoxalement, ou non paradoxalement, je ne sais pas s'il faut le dire, j'ai participé à la formation des visiteurs médicaux. Ça m'intéresse de savoir ce qu'ils apprenaient, ces visiteurs médicaux, non pas par l'industrie, puisque en fait maintenant c'est officiel, ils ont un diplôme, donc par la faculté, la Société de formation permanente de la faculté de la Réunion, pendant 2 ans, c'est très 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 intéressant, et ils ont beaucoup de connaissances. J'ai tout le référentiel ici, pour ceux que ça intéresse, des références, des connaissances qui... C'est pour ça que je le regrettais tout à l'heure de ne plus les recevoir, notamment en matière de physiologie, de biochimie, tout un tas de choses qui nous permettraient de mieux comprendre le pourquoi du comment dans nos prescriptions médicales.
Alors, je suis président aussi d'une association, Medocéan, pour lequel on pourrait peut-être être, je suis mandaté aujourd'hui, mais si ce n'est que je viens vraiment à mon compte personnel, qui militons donc pour cette démarche qualité depuis plus de 10 ans. Je suis un élu Union régionale des médecins libéraux, maintenant URPS, Union régionale des professionnels de santé, même si chez nous on a gardé l'URMEL comme sigle. Je suis complètement minoritaire, donc absent pas porte-parole de chez eux. Néanmoins, j'ai accepté de faire partie du groupe Mediator qui a été formé à cette occasion et je vous lirai en fin de mes propos une lettre du collectif Mediator, des patients, qui a été le premier collectif à La Réunion à porter plainte contre le laboratoire Servier et l'AFSAPS, il y a un mois environ, et qu'on a rencontré il y a 15 jours. Et à qui j'ai demandé, si vous voulez, je lirai une petite lettre de leur part vous concernant. Alors, avant de vous donner quelques préconisations, parce qu'il me semble que le but de cette assemblée, c'est quand même de donner des préconisations pour essayer de voir comment ne plus avoir d'affaires Mediator. Je voudrais vous rappeler qu'est-ce que c'est qu'une recommandation. Une recommandation, c'est quand même quelque chose qui se décline de tout en haut à tout en bas. Tout en haut, donc au niveau HAS, AFSAPS, éventuellement des GSS, si on peut appeler ça des recommandations, c'est plutôt des préconisations. Mais parlons de la HAS, donc de tout en haut, tout en bas. Tout en bas, c'est qui? C'est le médecin prescripteur, certains leaders d'opinion experts en hôpitaux ou des spécialistes, les infirmières, les patients, etc. Voilà. Donc l'importance d'une recommandation, si elle est biaisée au départ, ce biais de cette recommandation va se répercuter jusqu'à la base, nous-mêmes. C'est-à-dire les 120 000 prescripteurs. Et ça, c'est vraiment, il ne faut pas le perdre de vue. Comment se font ces recommandations? Ces recommandations se font à partir d'un groupe de travail. Moi, je vais un tout petit peu parler de savoir comment se font les recommandations au niveau de la HS. Dans ce groupe de travail, puisque j'en faisais partie pour le vaccin contre le cancer de l'utérus, il y a des leaders d'opinion, il y a une vingtaine, trentaine de personnes avec des conflits d'intérêts dits majeurs, c'est pas moi qui le dis, c'est la HAS, c'est des conflits d'intérêts dits majeurs, explicités majeurs par la HAS, mais qui n'empêchent absolument pas ces personnes d'assister aux réunions, de prendre la parole plus de 50% du temps, c'est-à-dire en fait en monopolisant tout le temps, et ce qui fait que les autres ne parlent pas. C'est ça une recommandation au niveau de la HAS. À la différence de l'AFSAPS, où normalement les personnes avec des conflits d'intérêts majeurs sont exclues, au moins de la salle, au moins en tous les cas des décisions. À la HAS, ce n'est pas du tout ça. Voilà ce que c'est qu'une recommandation. Il est évident que quand cette recommandation, vous avez un leader d'opinion qui monopolise la parole, eh bien, on va considérer que ce qu'il dit va être la recommandation. Et ensuite, vous avez un groupe de lecture. Un groupe de lecture, c'est quoi? Un groupe de lecture, il va relire les 250 pages de ce groupe de travail et puis qui va valider. Valider, ça veut dire quoi? Alors, il y en aura qui l'auront lu. Alors, ils auront leur nom dans la recommandation, ils seront très contents, ils l'auront lu. Certains diront OK pour tout. Voilà. Certains diront ah oui, mais je pense que là, il faut mettre une virgule ou un point d'accent aigu. Voilà ce que c'est qu'une recommandation d'un groupe de travail, un groupe de lecture. Je suis un petit peu dur, mais quand on voit comment ça se passe, c'est la réalité. Il n'y a absolument aucun échange argumentaire entre les personnes qui lisent ou qui font ces recommandations. Alors, je voudrais vous parler de deux anecdotes. S'il vous plaît. Bon, vous portez un jugement extrêmement sévère sur la HAS, sur la Haute Autorité de Santé, c'est votre droit. Moi, j'aimerais que vous nous donniez un ou deux exemples quand même. Parce que la HAS, c'est quelque chose qui a été construit par la voie législative en 2005. Donc, on peut la défendre, on peut l'attaquer. Moi, je suis plutôt du côté de la défense de la HAS. Vous donnez un jugement. Je voudrais que vous me donniez quand même quelques exemples bien précis. Parce que nous connaissons quand même quelques personnes qui sont au sein de la HAS. Donc, alors moi, je suis un grand défenseur de la HAS. Je voudrais justement que ce soit notre seule autorité, mais qui soit crédible, ce qui n'est plus vraiment le cas actuellement. Alors un exemple, sans citer de nom, parce que c'est toujours un petit peu gênant, mais vous avez un expert qui était l'expert dont je parlais, qui monopolisait donc 50% du temps de parole. Investigateur principal d'études garde d'asile, activité de conseil rémunéré Servaxi, GSK, MSD, intervention en qualité d'intervenant rémunéré, etc., considéré donc comme intérêt majeur. Le problème, c'est quand la recommandation sort, parce que normalement, la HAS doit dire qu'ils ont étudié les conflits d'intérêts. Ces conflits d'intérêts, malheureusement, tiennent en deux lignes. Les membres du groupe de travail ont communiqué leur déclaration d'intérêt à la HAS.
elles ont été analysées et prises en compte en vue d'éviter d'éventuels conflits, point barre. Point barre. On ne les a pas, ces conflits d'intérêts. Enfin, le lecteur ne les a pas. Voilà comment sont résumés. Et vous l'avez trouvé où alors, cette les... liste que vous venez de nous énumérer mais c'est une liste officielle de la HAS qui nous envoie en tant que groupe de travail, puisqu'on doit la remplir. Donc elle est là, je vous la laisserai si vous voulez. Elle est totalement officielle pour nous. Mais elle n'est pas diffusable. Tout est secret. Vous avez accès donc aux autres listes de conflits d'intérêts des autres membres du groupe de travail. Ouais, je les ai là, donc c'est tout officiel. Sauf que donc c'est d'accès public. Ah, ça je ne suis pas sûr. Non. Ce n'est pas accès public, c'est accès pour les membres du groupe de travail. Et pire encore, quand vous avez ce qui est envoyé aux 120 000 médecins, la synthèse, on ne parle plus du tout de conflit d'intérêt là. Il n'y a même plus les 2 lignes qui sont dans le... Alors ça pose un petit problème. Alors je vous donne l'exemple précis que vient de vous demander de citer M. Dor. Donc il concerne là un groupe de travail sur un vaccin, si j'ai bien compris, Gardasil. Gardasil, dont le leader du groupe de travail, ou le rapporteur, je ne sais pas comment il faut dire, avait des conflits d'intérêts avec le fabricant de ce même vaccin. C'est ça que ça veut dire. Bon, ben, on va citer des noms, puisqu'il s'agit du professeur Baldoff, donc, qui est un grand connaisseur de tout ce qui est frottis à CHU de Strasbourg, hein, qui ne se cache pas d'ailleurs. C'est des conflits d'intérêts majeurs, mais officiels. Hein. Ce n'est pas critiquable d'ailleurs des conflits d'intérêts. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est la gestion d'une recommandation par des personnes qui ont des conflits d'intérêts et que les gens, les lecteurs, ignorent. C'est ça le problème. Ce n'est pas d'avoir des conflits d'intérêts, ce n'est pas interdit. Voilà, ils étaient 2 ou 3, il y en avait d'autres. Sur une 40aine de personnes. Et ça ne transparaît très peu dans les 250 pages et absolument pas dans ce qui est diffusé au lecteur. Voilà. Alors, pour continuer mes petits exemples, vécu, hein, parce que tout ce que je vous raconte là, c'est du vécu, du réel, à La Réunion, et probablement partout en France. Assemblée générale du 4 février à l'Union régionale des médecins libéraux de La Réunion, qui représente 1200 médecins. Alors, j'avais demandé, mais ce serait bien quand même surtout avec l'affaire du Mediator, qu'on essaie de prendre parti pour ou contre l'intrusion de l'industrie pharmaceutique dans nos financements. Certains membres souhaitent voir figurer dans le règlement intérieur la phrase suivante: l'Union régionale des médecins libéraux et indiens n'acceptera aucune aide financière de l'industrie pharmaceutique et des assurances privées. On passe au vote. Pour 9, abstention 0, contre 14. La motion est donc rejetée. Ça, c'est dramatique. C'est dramatique que les représentants nationaux, puisque qu'est-ce que c'est que les URMEL? C'est quand même le pendant des ARS maintenant. Hein. Les URMEL, c'est des représentants des syndicats. Donc quand on voit le rapport très étroit entre ces représentants et l'industrie pharmaceutique, qui ne veut même pas que les unions, alors qu'elles sont financées par l'ensemble des médecins de façon obligatoire, les unions régionales, hein, on n'est pas à la recherche d'argent, on est plein d'argent. Eh bien non, on n'arrive pas à franchir le pas, on laisse de côté l'industrie pharmaceutique. C'est terrible parce que c'est révélateur de tout un tas de processus après. Alors, je donnais des cours, parce que j'en donne plus au 3e cycle de médecine générale. Pourquoi j'en donne plus? Parce que un jour, lors d'un cours sur la lecture critique, c'est intéressant la lecture critique, hein, sur la lecture critique, qu'est-ce qu'on voit à la pause? Eh bien, un laboratoire en plein après-midi qui proposait ses services gustatifs aux étudiants. Et on s'est dit, mais on va quand même demander l'avis du responsable national des enseignements du 3e cycle, hein, de Bordeaux, national. Hein, et on lui dit, mais ça ne pose pas un problème? Voilà sa réponse. C'était en 2008. Hein. Le but est de rester au plus près des besoins des apprenants et non de ceux des enseignants. De plus, je ne suis pas sûr que le thème des conflits d'intérêts puisse se traiter de façon didactique. Je suis donc très réservé sur ce thème qui me semble relever plus d'une démarche idéologique que pédagogique. Il n'y a aucune atteinte personnelle envers cet enseignant que je respecte, mais simplement, on voit qu'on est à 1000 lieues encore. Si la commission Mediator ne propose pas des préconisations pragmatiques, on est à 1000 lieues d'évoluer. On va discuter sur certains sujets, mais on n'évoluera pas. Ça, c'est par rapport aux futurs comme médecins. Hein. C'est eux qui vont être les prescripteurs de demain. Hein. Voilà, alors juste pour mémoire, vous allez vous tapez sur Google remplaçant Réunion, vous tombez sur le site Ipsen. Voilà. Si vous voulez avoir un remplaçant, alors pareil dans toutes les régions de France probablement, c'est toujours l'industrie pharmaceutique qui va vous dire tiens, il y a un médecin qui cherche un remplacement ou un remplaçant, ou voilà, tu peux remplacer quelque part, tu vas sur le site Ipsen, tout est là. Il n'y a pas d'autre site, hein, c'est le site. Alors évidemment, l'ordre s'en occupe un petit peu, mais Google, vous le ferez, puisque je l'ai fait moi-même. Comment voulez-vous que des syndicats nationaux
pratiquement tous, sauf celui qu'on a créé à La Réunion, puisqu'on a mis dans nos statuts, Union Généraliste Réunion, indépendance financière totale. On est peut-être le seul syndicat en France à l'avoir fait. Comment voulez-vous que les syndicats, qui sont quand même au premier rang lors des conventions, enfin des dialogues avec le ministère, etc., les discussions, financent leurs journaux avec des publicités comme ça. Alors, en plus, comme par hasard, c'est Servier. Comment voulez-vous que ces gens-là puissent avoir un avis crédible sur le H1N1, sur le Tamiflu, etc., etc. Si d'un côté ils disent oui, je veux bien accepter tes sous parce que tu finances mon journal, mais d'un autre côté, tu sais, Tamiflu, moi je suis pas d'accord, voilà. Comment voulez-vous que les représentants nationaux des médecins de terrain puissent avoir un avis objectif là-dessus? Alors, très étonnant, il y a quelques semaines, on reçoit un gros paquet à La Réunion, probablement dans toutes les régions de France, l'annuaire de la santé. C'est intéressant l'annuaire de la santé. Vous avez tous les correspondants médicaux et paramédicaux, hospitaliers, libéraux, etc. Eh bien, qui c'est qui envoie ça? L'équipe Sanofi Pasteur de La Réunion a le plaisir de vous offrir l'annuaire de la santé 2011. C'est quand même extraordinaire. On a besoin d'un laboratoire pour nous informer quel est le numéro de téléphone de nos collègues. Voilà où on en est aujourd'hui. Alors, sans parler des éditeurs. Là, ce n'était pas Sanofi qui imprimait, il l'offrait. Donc, vous auriez pu vous le procurer par ailleurs. Ah non, c'est une enveloppe Kraft où c'est marqué non, mais Sanofi. L'ouvrage lui-même. Ah, je ne sais pas comment on peut le préparer. C'est pas l'ouvrage de Sanofi. C'est pas l'ouvrage Sanofi, c'est Sanofi qui nous l'envoie, mais je ne sais pas comment on peut le procurer. C'est Sanofi qui vous l'offre, mais il est peut-être possible de l'acheter quelque part. Comme le Vidal, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de médecins qui achètent le Vidal en librairie. D'accord. C'est le même financement. Sans parler des éditeurs logiciels. Les éditeurs logiciels qui, hier, nous vantaient probablement de Mediator, encore aujourd'hui, ou plutôt avant-hier, Actos. Les éditeurs logiciels, quand vous ouvrez une fiche patient, qu'est-ce qu'ils vous disent? Vaccinez vos jeunes filles, donnez-leur de lactose. Moi, ce que je voudrais, c'est ça, les éditeurs de logiciels. Ce que je voudrais, c'est me dire, mais attention, cette personne est diabétique, vous avez oublié de lui faire son hémoglobine glyquée depuis 4 mois. Voilà, là, il y a un reminder, ça m'intéresserait. Hein. Et pour l'histoire de lactose, c'est extraordinaire. Moi, il y a peu de temps, parce que je me dis, si on prescrit des glitazones, donc lactose, qui est responsable de la prescription? Qui? Donc, j'ai fait un courrier à propos d'un patient qui était sous Actos par son diabétologue. J'ai fait ce courrier. Moi, je ne donne plus Actos. Je vous laisse la responsabilité de prescrire. Elle m'a envoyé un courrier que j'ai ici. Elle m'a dit, lactose, rien ne prouve que c'est mauvais. C'était il y a 10 jours, ça, hein, c'est pas il y a 5 ans. Rien ne prouve que c'est mauvais. La personne semble mieux avec lactose, donc je prends la responsabilité sur moi. Et 3 jours après, je reçois une lettre de l'AFSAPS disant il faut faire attention au lactose, mais si vous avez un doute, demandez à votre médecin traitant. Donc moi, la question, elle est claire. Qui est responsable à partir d'aujourd'hui, à partir du moment où j'ai reçu cette lettre de l'AFSAPS il y a 3 jours, de la prescription de lactose en cas de cancer de vessie? Parce qu'il va falloir l'expliquer aux patients, ça. Hein. C'est un sujet que j'ai évoqué tout à l'heure. Mais j'ai entendu. d'accord. Sur les propositions que vous avez à faire, vraiment, parce qu'il y a des problèmes de tout ce que vous citez là, la formation initiale, l'information des médecins, le fonctionnement des syndicats ou des URML. Quelles propositions faites-vous? Alors, j'ai plusieurs propositions, on y arrive, c'est très bien, et je vais faire sous la forme d'un espèce d'anagramme. La première proposition, c'est oser. Oser quoi? Oser une recherche indépendante dans la recherche. C'est possible. J'ai fait un certain nombre de publications au niveau chikungunya, au niveau diabète, la visite de pair, par exemple, c'est-à-dire l'apport des préconisations aux médecins par un pair. C'était publié dans la revue du praticien il y a 5 ans. Parle pour les chikungunya avec qui? Avec l'INSERM, ou le CICEC, puisque c'est la délégation régionale de l'INSERM, ou l'INVS, la délégation chez nous, c'est la CIR, cellule interrégionale d'épidémiologie, des fonds publics, et on arrive à des études très intéressantes, randomisées, avec une puissance suffisante pour en donner des conclusions. Alors pourquoi oser? Moi, j'ai demandé à notre charmante ARS qu'on a à La Réunion, il y a 1 an, en disant, mais écoutez, on ne sait pas trop, le H1N1, ça tue pas, la grippe saisonnière, ça tue pas, le Tamiflu, ça protège de quelques heures, où il y a quelques intérêts, faisons un groupe randomisé, mais c'est resté lettre morte. Pourquoi ça reste lettre morte? Parce que les gens qui prennent des décisions ont une hiérarchie, et vous n'imaginez pas une ARS prendre sur elle-même, sans en référer au national, de prendre une décision qui serait de créer un groupe, faire une recherche dont les conclusions pourraient être complètement à l'inverse de ce que les préconisations de la DGS, qu'on a reçues il y a quelques jours, par rapport à la grippe H1N1 et la grippe saisonnière. Donc ça, c'est important, c'est une de mes préconisations.
c'est-à-dire réalisation de groupes régionaux, pour des études randomisées. Ce n'est pas difficile à faire. Nous, on l'a fait pour les complications du chikungunya à M+36, c'est-à-dire 36 mois après le chikungunya en 2006, sur un groupe randomisé sur les listes INSEE. Pas difficile, médecins volontaires, forte puissance, et on a le résultat. Voilà, c'est pas compliqué. Il suffit d'avoir dans chaque région de France quelque chose de très réactif. La méthodologie, elle est facile à faire. On a dans chaque région de France des méthodologistes. On peut le faire. Voilà des choses dont le résultat pourrait être très rapide en cas d'alerte ou même de façon générale. N comme notifié. Le gros problème, et vous en parliez dans les auditions précédentes, c'est la notification. Notification spontanée, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est, personne ne sait ce que c'est. J'ai regardé sur Internet, sur une espèce de gros dossier, évidemment irremplissable. Pourquoi pas utiliser quand même un outil? Alors évidemment, les gens seront morts, mais au moins le certificat de décès. Le certificat de décès, on mettait une case, le médecin dit suspicion peut-être d'un rapport entre une pathologie. Voilà, on remplit la case, c'est traité par l'INSEE, et puis voilà, quitte ensuite charge aux organismes responsables de faire un petit interrogatoire et de faire son enquête. Ça, c'est une notification spontanée qui pourrait être très facilement faite. Évidemment, ça intervient après le décès, mais on pourrait très bien envisager d'autres choses en pré-mortem. Ça, c'était donc la notification. C'est comme certifié. Pourquoi je dis c'est comme certifié? Parce que quand j'étais à l'ANAS, alors à l'HS, ils l'ont un petit peu abandonné, il y avait ce qu'on appelait des conférences de consensus quand même. Conférences de consensus, c'est une espèce de tribunal avec les pour et les contre. On a parlé pendant des années du traitement substitutif hormonal, les pour, les contre, on ne savait pas. Un beau jour, l'ANAS propose donc en 99 conférence de consensus, dossier de presse 12 mai ANAS AFSAP sur le traitement hormonosubstitutif de la ménopause. Conclusion, il ne faut pas en donner. Il ne faut pas en donner, enfin, avec quelques réserves évidemment, mais voilà ce que c'est qu'une conférence de consensus. Donc préconisation, la HAS remettre sur pied cette conférence de consensus, et non pas des préconisations que nous donne Didier Houssin via la DGS en disant il faut faire, il faut faire, il faut faire, sans aucun argumentaire. Une conférence de consensus, pas sur tout, mais sur des sujets un peu polémiques, les anticholinésterasiques dans la maladie d'Alzheimer, le dosage des PSA dans le diagnostic du cancer de la prostate. Le vaccin contre le cancer du col de l'utérus qui est particulièrement polémique, les médicaments, les statines, enfin tout un tas de choses qui mériteraient au moins des avis opposés, et au moins que les lecteurs, en l'occurrence les médecins, sachent sur quel pied danser. Parce que certains orateurs disaient oui, les médecins doivent se renseigner et puis faire du 2.0, etc. Mais moi je suis désolé, je n'ai pas fait médecine pour faire du 2.0. J'ai fait médecine pour appliquer des recommandations officielles, mais non critiquables et opposables. Ce sont des recommandations opposables devant le tribunal. Hein. C'est-à-dire que si on ne les suit pas, on est normalement hors route. Hein. Voilà, moi j'attends ça de la HAS. C'est pour ça que je suis un fervent défenseur de la Haute Autorité de Santé. Alors, autre préconisation, c'est un conseil de surveillance. Un conseil de surveillance de ces recommandations qu'on pourrait appeler de façon humoristique médecin de base militant, un peu par analogie avec l'EBM, hein, l'Evidence-Based Medicine. Hein. Ce seraient des groupes d'experts qui pourraient tourner sur l'ensemble de la France, qui seraient indépendants, évidemment, choisis pourquoi pas par la HAS ou par une autre structure, formés, rémunérés, assermentés, médicaux, mais pas que médicaux, paramédicaux, et aussi, je crois qu'on a vraiment besoin parfois de mathématiciens, parce que ce sont des gens qui utilisent l'outil informatique et statistique qui parfois nous disent « Mais attendez, vous marchez sur la tête avec vos trucs là. Il suffit de lire le tableau. » Mais nous, on ne sait pas lire le tableau. Même si vous avez fait un petit DU de statistique ou méthodologie, je ne suis pas sûr qu'on ait cette philosophie et cette réflexion qu'ont certains mathématiciens ou ingénieurs. Hein. Voilà, donc groupe de surveillance qui permet de faire, pourquoi pas, des études de morbi-mortalité. C'est ça l'étude qui est intéressante. Hein, alors, les études cas témoins, quand on peut le faire, mais les études morbi-mortalité fait partie des outils de référence quand on veut chercher quelque chose, une cause à un effet. Hein. Avec des bons critères de jugement, c'est bien beau de faire baisser le cholestérol. Si le médicament il fait mourir plus, c'est pas intéressant. Hein. C'est choisir les bons critères de jugement. Alors, et puis, autre préconisation, pourquoi pas appeler quelque chose qui pourrait s'appeler le BSP, le rapport bénéfice en santé publique, sur les risques en termes de santé publique.
bien au-delà des SMR ou des SMR, le BSP. C'est-à-dire qu'en fait, quand on met le parallélisme pour le vaccin contre le col de l'utérus, on va vous dire mais c'est un SMR qui est correct par rapport à ce qu'il y a. Mais non, c'est pas ça qu'il faut voir, c'est par rapport au frottis, le coût économique qu'il y a dedans. Et quand vous posez la question à la HAS, on dit oh l'économique c'est pas notre ressort, c'est la Sécu, c'est la Sécu qui s'occupe du remboursement. Vous posez la question à la Sécurité sociale, ils vous disent non, nous on se fie à la base de la HAS. Ça c'était il y a 2 ans, j'ai tout un tas de mails avec le docteur Marimbert, Floret, etc. Mais voilà la réalité des choses, c'est que personne ne sait prendre la décision parce qu'on ne fait jamais de référence à la santé publique d'une façon générale. Et puis, Monsieur Chazot, vous avez tout ça par écrit, là, les propositions que vous faites? Oui, mais j'ai bientôt terminé. Ouais, parce qu'ensuite, c'est l'information des médecins, elle se fait exclusivement actuellement par l'industrie pharmaceutique et les dames. Les dames, c'est les délégués de l'assurance maladie. Hein. Mais pourquoi pas utiliser le formidable réseau des experts visiteurs? Il y en a plus de 1000 quand même en France, qui ont été formés par la HAS, avec cette roue de la qualité, la roue de Deming. Pourquoi pas utiliser les correspondants de la HAS, les ex, on est au moins une centaine. Et pourquoi pas, je pousserais le vice jusqu'à dire, pourquoi pas utiliser les gens qui ont été formés par l'industrie pharmaceutique, parce qu'ils ont une connaissance au niveau du savoir physiologique, anatomique, biochimique, vraiment nettement mieux que nous, mais évidemment payés par l'État. Hein. Mais pourquoi pas? Vous avez tout un tas de possibilités qu'il faut mettre en route. Voilà, et je voudrais terminer en vous lisant donc cette lettre. Cette lettre du groupe Mediator, du collectif Mediator, donc, qui s'est formé il y a à peu près 2 mois à La Réunion, dont je voulais absolument pas avoir contact avant de venir ici, pour rester complètement neutre. Malheureusement ou heureusement, je me suis mis dans le groupe Mediator de l'Urmel, donc à leur invitation, ils sont venus s'exprimer, et évidemment, je ne leur ai pas caché que je venais m'exprimer devant vous, et je leur ai proposé de faire une lettre. Je vais vous la lire, parce qu'elle sort du cœur, et il ne faut pas perdre de vue quand même que cette mission Mediator, au bout du processus, c'est quand même le patient. Hein. Sachant qu'à La Réunion, on a à peu près 20% de diabétiques, on est le département où il y en a le plus, et probablement le département où il y a le plus eu de valvulopathie par rapport Mediator. Alors, les chiffres exacts, personne ne les connaît. J'entendais avant de venir ici, est-ce qu'on a des chiffres sur les prescriptions hors AMM? Il est évident que tout est AMM dans nos prescriptions, à moins de marquer sur un papier hors AMM. On ne va pas marquer que ce n'est pas AMM. Donc c'est impossible. La Sécu est absolument dans l'incapacité, à mon avis, de savoir le nombre de prescriptions AMM. Il y avait avant les RMO, mais actuellement, je ne me vois pas, moi, écrire hors AMM. Enfin, je veux dire, enfin voilà. Donc cette lettre Mediator, messieurs les députés, nous sommes les victimes du Mediator de l'île de la Réunion et remercions le docteur de Chazon de bien vouloir vous transmettre ce message de notre part. À l'annonce du scandale du Mediator dans la presse locale et nationale, nous, les victimes de ce médicament, n'avons pu réagir immédiatement tant la nouvelle a été brutale et la plupart d'entre nous a été comme sonnés par cette annonce. Nombre d'entre nous, déjà atteints par le diabète, qui est un véritable fléau dans notre île, engendrant de grandes souffrances physiques avec l'âge, il fallait en plus faire face à la souffrance morale d'autant plus intense qu'elle a été vécue comme une trahison puisque le laboratoire Servier a continué à le commercialiser en sachant pertinemment qu'il était dangereux depuis de nombreuses années et ceci à des fins purement mercantiles. Et que dire des médecins qui ont prescrit abondamment le médicament comme anorexigène sur les conseils des délégués médicaux envoyés par Servier? Les victimes se sont en plus senties doublement trahies par l'État au travers de la FSAPS qui n'a pas rempli sa mission de surveillance. Une fois le premier choc passé, nous sommes passés de l'amertume et la tristesse et à la colère et nous sommes réunis en collectif en demandant à un avocat réunionnais de nous présenter pour porter plainte contre le laboratoire Servier et contre la FSAPS et réclamer justice. Cela n'a pas été facile vu la grande précarité morale et financière dans laquelle vivent de nombreuses victimes, car comme par hasard, ce sont les plus pauvres qui ont été les plus touchés. Le fait de nous rassembler et de discuter entre nous nous a amené à la conclusion de passer le message suivant à nos élus. Qu'au-delà de notre désir légitime d'indemnisation, bien que cela ne nous rende pas dans notre santé, notre collectif vous demande de veiller à l'avenir à ce qu'un tel scandale ne puisse jamais se reproduire, afin de protéger nos enfants contre ce genre de laboratoire où l'argent prime sur la santé et sur la vie. Chantal Etève, présidente du collectif Mediator Réunion Océan Indien. Et un peu dans ce contexte, je vais vous faire une proposition. Je suis présidente de l'association Médocéan. Nous avons médiatisé le fait il y a quelques semaines que nous allons donner un Médocéan d'or aux gens qui arriveraient à faire des thèses de médecine générale et de santé publique sans l'appui de l'industrie pharmaceutique,
puisque l'industrie pharmaceutique prenne les étudiants dès le berceau, dès la première année, on leur offre un joli sac dans les bancs de la faculté. Et la question que je vous pose, parce que je pense qu'il faut marquer avec des choses fortes cette affaire Mediator, est-ce que l'Assemblée nationale pourrait mettre son sceau sur un éventuel prix de thèse délivré par les universités pour montrer quand même ce désir d'indépendance et surtout ce désir de changement, parce que je crains que sinon, tout ce qu'on dit, tout ce que disent les orateurs précédents soit un petit peu mis à la corbeille. Merci. D'accord, merci. On transmettra votre souhait au président de la Commission et puis au président de l'Assemblée nationale. J'avais une question sur la lettre. Elle dit que dire des médecins qui ont prescrit abondamment le médicament comme anorexigène sur les conseils des délégués médicaux envoyés par Servier. Si vous avez des témoignages et des preuves, parce que pour le moment, ce genre de preuves n'existe pas à ma connaissance en tout cas. Il y a des assertions, il y a des plausibilités, mais ce serait intéressant s'il y avait des témoignages concrets qui nous parviennent. Monsieur Malo. Oui, juste une phrase, Monsieur le Président. Je suis vraiment désolé, je vais devoir vous quitter, mais je veux rebondir sur ce que vous dites, puisque lorsque nous avons interrogé et auditionné, dit-on, sur la formule consacrée du laboratoire Servier ici même, ils ont affirmé qu'ils avaient donné instruction à leurs visiteurs médicaux de détromper tous les médecins qui prescrivaient à tort le Mediator comme un anorexigène, puisque le médicament, selon eux, n'est absolument pas un coupe-faim. Donc ça va au-delà de ce qui est affirmé dans cette lettre, puisque le laboratoire Servier affirme qu'il disait exactement le contraire. Donc si vous avez des éléments, je rebondis sur ce que dit Gérard Bapt, si vous avez des éléments qui confortent l'affirmation qui est dans ce courrier, nous en sommes évidemment preneurs. Et je me tourne vers le Président pour poser une autre question en réalité à la suite de l'audition de Servier, excusez-moi, lorsque nous l'avons interrogé sur l'argent. C'est moi qui ai posé la question sur le montant des crédits que le laboratoire Servier consacre chaque année à la formation des professionnels de santé, des médecins en particulier. Je leur ai demandé une évaluation, une estimation de ce montant annuel consacré par le laboratoire à cela, puisque d'après moi, cet argent devrait être versé sous forme d'impôt, de façon à ce que la collectivité publique ensuite finance la formation des médecins. C'est une définition de l'impôt qui me paraît tout à fait convenable. Le laboratoire Servier s'est engagé à nous donner cette information. Je ne suis pas sûr que nous l'ayons reçue. Et comme je suis assez tenace, je pense qu'il serait bon de rappeler au laboratoire Servier cette proposition, cet engagement qu'ils ont pris à notre égard, de nous donner ces éléments chiffrés pour alimenter nos réflexions et nos conclusions. D'accord, on le rappellera. Bien. Oui. Petite précision concernant la lettre. Donc évidemment, on n'a aucun chiffre, ce que vous me demandez, mais il y a un gros problème, et je pense que c'est la même chose en métropole, c'est que pour porter plainte contre Servier ou l'AFSAP, les patients ont besoin du dossier médical. Et il y a quasiment un refus total des médecins de délivrer le dossier médical. Alors je ne sais pas pourquoi. C'est illégal, ça. C'est illégal, mais je ne sais pas comment faire. On leur a conseillé peut-être de voir avec l'ordre des médecins. Néanmoins, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de dossier. Alors attendez, monsieur, l'ordre des médecins a répondu, et en disant que le dossier médical devait être donné automatiquement. Donc il n'y a aucune arrière-pensée. Voilà. Non, moi, vous m'étonnez quand même un petit peu. Je vais vous mettre ça hors rapport. Je suis issu de 3 générations de médecins. Tout le monde a aimé ce métier. Je crois l'avoir fait correctement pendant 40 ans. Vous avez un jugement sur la médecine qui me fait peur, qui m'inquiète beaucoup. Et je ne suis pas du tout en phase avec tout ce que vous avez dit. Parce que vous avez montré une médecine qui est complètement, à la limite, qui pourrait presque s'orienter vers la fonctionnalisation, au mauvais mot du terme, de la médecine, et ce serait très dangereux. Donc moi, je suis très inquiet de tout ce que vous avez dit. Mais c'est peut-être l'apanage de l'âge. Vous êtes beaucoup plus jeune, donc vous avez le droit d'avoir ce jugement. Bien, bon, on va pas prolonger ces échanges. Moi, j'ai trouvé quelques propositions intéressantes, ce d'autant plus que, en ce qui concerne la médecine de premier recours, donc libérale, elle rejoint une des dimensions de la définition qui a été donnée par la loi HPST de la médecine de premier recours, qui doit participer, y compris à la recherche, en matière de santé publique, donner un contenu de santé publique à la médecine de premier recours.
Je pense que cette proposition qui a été faite autour des CIR de constituer des groupes qui travailleraient sur tel et tel sujet de santé publique, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être retenu. Bien, je vous remercie, Monsieur de Chazeau, d'être venu de si loin. Je sais que vous avez d'autres rendez-vous. Et je vais donc... Vous avez rendez-vous à Paris,